C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Turel joue-t-il sa tête en quart de finale? Et boum, comme ça, première question qui tombe en pleine paix, à Bourpif. Sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Pourquoi cette question? On se retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission, vous saurez tout. Le casting de l'équipe du soir se compose d'un président à vie de l'équipe du soir. Il n'est pas dictateur mais président d'une république. Bonsoir président. Bonsoir. Quelle sobriété président. Pour durer, la sobriété. La sobriété également Hervé Penaud. Regardez, très sobre. Tac là, bonsoir. La rue Popincourt est là, on est bien, on est tranquille, on vous attend. Ah, c'est vrai qu'ils sont voisins. C'est vrai. Absolument. Dans le beau quartier, on va dire, autour de la Bastille, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, Très beau quartier. Surtout la nuit. Surtout la nuit? Ouais. Moi, je ne sors pas, je sais pas. Ah, là, non, bah non. Hervé est marié, vous le savez. Oui, c'est vrai. Le Bikers est dans la place. Ah. C'est vrai que cette veste, Bikers. On va quitter un peu l'entre-soi parisien pour la moto et trucs un peu plus populaires, quoi. Un peu plus... Parce qu'à Paris, on fait pas de moto. Quoi, tu vas pas souvent. Ah non, c'est le vélo à peine autorisé. Philippe, c'est RTL, c'est la première radio de France, vous voyez, c'est l'ouverture. Ah oui. L'ouverture aux C'est pour ondes. ça qu'elle est à Neuilly. Ouais. Et ça balance. Et notre hipster cowboy est dans la place. Je suis très déçu par votre chemise. Je sais, c'est pour ça que j'ai mise. Non, faut du la gris. brûler, ça. carreau. Ouais, mais. Ouais, la c'est petite carreau, là, j'aime bien. Là. De surprendre un peu, c'est important. Pierre Maturana, on est ravis de vous avoir. Bonsoir. Matuidi à Miami. J'allais commencer l'émission Oh, quelle honte. et j'ai oublié France Piron. Oh non, carton jaune. C'est limite du rouge. Regardez, en plus, elle a des cadeaux pour vous, chers téléspectateurs. Donc vous n'aurez pas le droit de jouer, Olivier Ménard. Le beau maillot de Manchester United, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir en RTN Follow. Et Didier Roustan n'a pas le droit de jouer, puisqu'il en a suffisamment des maillots comme ça. A tout à l'heure pour les infos. Pas du genre à jouer comme ça sur ça pour avoir un petit maillot. Non. Pour les téléspectateurs. On est bien d'accord. Matuidi à Miami, Blaise Matuidi est annoncé partant de la Juve pour l'Inter Miami, pour retrouver son coéquipier, ex-coéquipier David Beckham, le patron de cette franchise. Info Gazzetta, confirmé par RMC Sport dans la journée, 3 ans de contrat en Floride, dans une MLS beaucoup moins performante que les grands championnats européens. Alors si le transfert de Matuidi se fait, et c'est l'air bien parti, Matuidi a-t-il dit adieu à l'Euro ? Conséquence sur son temps de jeu en équipe de France. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, ça va friter. Oui, Hervé Penaud, non, Philippe Sansfourche. Si le transfert se fait, Matuidi à Miami, à l'Inter de Miami, Matuidi a-t-il dit adieu à l'Euro? Hervé Penaud, vous n'êtes pas très rassuré, on va laisser parler Philippe Sansfourche, j'ai l'impression que vous êtes meilleur puncher. Le premier duel entre Philippe Sansfourche et Hervé Penaud pour donner le ton de cette soirée. Si vous répondez oui à cette question, vous votez bien. Hervé. Si c'est non, c'est Philou, Philippe Sansfourche. Dominique est apprécié, mais Dominique, on ne vous demande pas encore la parole. D'accord. Puisque dans le processus, je vous le... Qui parle avant moi? Il se prendrait pas un peu pour le président? C'est dingue ça.
Mais j'ai l'impression qu'il. Excusez-moi, Président, quand je vous ai présenté, je n'ai pas. Vous pouvez mettre un rouge pour un chroniqueur qui vous gonfle un peu, et puis le champignon atomique est en bas de. Voilà. Hop, en bas de vos pieds. Si un débat vous intéresse On fait tout absolument. sauter avec les champignons atomiques. Voilà. Normalement, tout se désagrège. Oui, enfin non, c'est un débat qui durerait 2 minutes supplémentaires. Voilà, non, on ne veut pas faire. Non. Ça n'a pas gros intérêt. Bon, alors je risque pas de l'appuyer pour ce débat. Ça va être vite fait. Ah, c'est. Ouais, bon. dites-nous. Bon, c'est plus nuancé, puisque finalement ils sont un peu d'accord, et c'est plus ardu, on va dire, Ah bon, j'ai pas trouvé, moi. Matuidi. Non, et vous êtes d'accord tous les deux. Évidemment que Deschamps rappellera Matuidi et qu'il va le suivre particulièrement. Alors après... Pourquoi une telle évidence Mais une telle évidence, parce que déjà, quand tu es champion du monde, il y a un peu des droits. Quelque part, c'est des gens qui t'ont fait roi, etc. Toutes les sélections, ça ne se limite pas à l'équipe de France. Et certains, après, ont perdu des plumes, parce qu'il y en avait justement qui n'avaient pas tout à fait le même niveau, mais ils ont les réseaux, tu vois, la confiance du sélectionneur, la presse qui est avec eux, ils connaissent tous les rouages, tout ça et tout, c'est important. Et tu vois, comme quand il avait rappelé Gignac, l'air de rien, qui était au Mexique, la différence, c'est qu'entre le championnat mexicain et la MLS, c'est la ligne droite de Longchamp. Oui, évidemment. Mais, tu sais, en plus, il aime beaucoup Matuidi, c'est pratique. S'il est remplaçant et joue 20 minutes, il ne dira rien. Il a quand même une influence positive sur le groupe. Enfin, des tas de raisons, ça va au-delà du football. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il soit nul. Il ne faut pas que le fameux Inter de Miami, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Inter de Miami? Il aurait pu appeler ça l'AC Miami. Non, parce qu'il a joué à l'AC Milan, si tu veux. Et là, tu donnes le nom de l'équipe d'en face, Beckham. C'est lui qui a choisi, quand même. Et ça m'a surpris, l'Inter Miami. Tu mets l'AC Miami ou l'AS Cannes pour l'AS Miami. Mais je veux dire, Didier, vous êtes lancé, vous allez dire, ça ne va pas être le débat de l'année. Et là, vous commencez à nous... Donc, au débat suivant, pas la peine de demander aux deux acolytes. Et allons-y pour Philippe. Ok. Philou, point. Donc on passe les petits. Non, On passe. Philippe a fait de l'information. Il a dit voilà ce qui se passe dans la tête de Didier Deschamps. Et Hervé a donné la méthode Deschamps, le pragmatisme. Voilà. Donc en fait, les deux ont raison. Lui, il a dit ce qui va se passer. Et Hervé a dit ce qui pourrait se passer. Non, mais Deschamps, il est beaucoup moins pragmatique que tu imagines. Et c'est aussi du pragmatisme de dire... C'est du sûr, c'est le soldat, je pourrais le mettre un peu plus haut à gauche, je pourrais le mettre un peu plus bas à gauche, je pourrais le mettre un peu là, c'est du pragmatisme déjà l'euro, c'est 23. On n'a pas dit dans le 11, on est dans les... ça peut être dans les 23, il peut très bien venir dans un rôle de remplaçant. Mais Philippe l'a dit, il dit que ce remplaçant, on met sa place. En janvier 2021, à 6 mois de l'euro, peut très bien se faire prêter dans un petit club français, entraîné aujourd'hui par un nouveau... entraîneur français. Ah bah je changerais mon avis dans ces cas-là. Si elle revenait au niveau. À Bordeaux, par exemple, sous les ordres de Jean qui aime bien les internationaux, et hop, ça passe. Ok. Et là, je dirais oui. Et là, on va regarder quand même, Pierre, la composition du 11 de départ de Didier Deschamps, celle qu'on a évidemment en tête, avec ce fameux poste d'ailier gauche. Ailier gauche phase offensive, on va dire milieu gauche plutôt en phase défensive. Matuidi, là, ce point-là dans cette équipe-là, c'est quand même un point d'équilibre, c'est quand même vachement important. Oui, c'est important. Puis c'est pas non plus un poste naturel, c'est une trouvaille quelque part. Il a remplacé c'est une trouvaille Dembélé parce que ça de Laurent Blanc qui a été perpétuée après par Emery et que Deschamps a fait. Non, mais donc c'est pas une trouvaille. C'est pas vraiment. C'est pas un trouvaille de Deschamps en tout cas. Laurent Blanc l'a fait sur quelques matchs. Emery, pourquoi tu me regardes comme ça avec, on dirait, un poisson? Emery, mais bien sûr, qu'il a fait. Je me souviens. Non. Il l'a fait un certain nombre de fois avec le PSG, bien sûr. Je me souviens même Roland Courbis traitant Emery limite de demeurer parce qu'il mettait Matuidi là. Après, comme Deschamps le fait, évidemment, il est moins demeuré. Non. Un certain nombre de fois quand ça avait lieu d'être. C'est pas systématique, ça a été à la Coupe du Monde. Parce qu'il n'y a personne à gauche. Et il a fait un choix aussi assez défensif quand même. Personne à gauche pour l'instant. C'est pas l'abri qu'un jour... Pierre Maturana, Didier vous nous fait perdre un petit peu le fil. Moi, je ne savais plus ce que vous disiez. Vous en étiez où sur Matuidi là? Je vous lançais sur ce poste et tout ça. Non, mais vous étiez en train de voler de vos propres... C'est un poste où normalement, qui devrait revenir à un ailier, un joueur offensif. C'est pas un poste qui de base est fait pour Matuidi. Là, il y a Coman qui prend la place en ce moment. Coman pourrait l'avoir. Dembélé pourrait très bien récupérer. Ça dépend s'il met un choix défensif. Il peut se révéler pendant l'année. La clé de Matuidi, s'il veut pas aller à l'Euro, qu'ils le disent. Qu'ils disent je prends ma retraite et on n'en parlera plus. Il dit qu'il mais à partir du moment. Non, parce que ça a été discuté avec le staff. À partir du moment où tu as des champs sélectionneurs et lui qui est toujours sélectionnable.
à mon avis, il sera toujours. Non, mais attendez, moi j'ai pas dit qu'il allait être viré tout de suite du jour au lendemain. Oui, tu as été un peu plus nuancé, mais un peu plus dur. C'est l'intensité des matchs qui à un moment fera la différence. Parce qu'on peut pas. Rappelez-vous, les Belges avaient fait ça. Ils avaient ramené un joueur belge qui était à l'Impact Montréal durant la dernière Coupe du Monde, Simon. Ça n'a pas fonctionné. Après, il est venu en France, on a vu que. Mais c'est pas Matuidi. L'important, c'est le rôle que tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, peut-être que lui va redéfinir son équipe. L'équipe de France de l'année dernière ne sera peut-être pas la même que celle de l'année prochaine. Parce que là, il va y avoir une évolution. Il y a des joueurs qui sont en train de se révéler. On parle de Coman qui est en train de. Alors, lesquels? C'était ma question. Martial qui revient à un super niveau. Awar. Je disais Rabiot, il et Awar, c'est le bon profil, parce que c'est le gars que tu peux mettre dans le couloir, comme tu peux le mettre dans un milieu de terrain à 3. Alors, sur 23 joueurs, on peut estimer aujourd'hui, effectivement, que sa place n'est peut-être pas trop en danger. Enfin, vous savez... Non, moi, je m'intéresse vraiment à son 11 de départ, parce que Matuidi, dans ce 11-là, c'est pas neutre. Si Mbappé a... Mais même s'il restait à la Juve, sur un 11, il était quand même en difficulté. Il est en difficulté. Là, il est en difficulté. C'est la loi du haut niveau, mais pas tous en même temps. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le profil du joueur. On est sûr qu'il va travailler, on est sûr qu'il va être en forme au moment de l'Euro, etc. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Oui, le mec est fiable. Voilà, le mec est fiable. J'entendais tout à l'heure, moi je trouve que l'argument, il a pris Gignac en 2016, il est valable. Enfin, il n'y a pas une autoroute. Ça n'a rien à voir. C'est du très haut niveau, là. C'est très haut niveau, le Mexique. Ah bah, bien sûr. Didier Deschamps. On avait les mêmes débats en 2016, en vrai, quand il prend Gignac. En 2016, on 60 000 personnes, une pression de dingue. On se dit la même chose. Et puis des coupes, techniquement, tu vois, qui dépassent le cadre. Attendez, j'en prends la main parce que la même chose en 2016. Vous êtes trop rapide ce soir pour Dominique Sévrac. Il lève la main, il lève la main, il lève la main, il Il y a prend le des... point politique aussi. Griezmann, Varane, Lloris, Matuidi, c'est à peu près le conseil des sages que consulte C'est ce que je te dis, il y a d'autres choses. Il y a le poids politique. Il n'y a pas que le football. Il avait un poids hyper important sur la tactique, sur tout ça. Alors, il ne joue pas le premier match contre l'Australie et la Coupe du Monde, d'ailleurs. Giroud non plus. On voit que l'équipe de France est déséquilibrée. Ils reviennent et tout ça. Matuidi n'était pas très content parce que justement, il est un peu dans le conseil des sages. Mais voilà, il a un poids politique très important et qui plaît à Deschamps. Quand Deschamps met Matuidi ailier gauche, en phase offensive, c'est pour donner un petit peu un blanc-seing à Kylian Mbappé. Pour dire, bon, tout à fait. On sait que tu n'es pas le meilleur défenseur du monde, pour revenir pour ton remplacement, voilà, donc on te laisse un petit peu ça. Parce que le fait que Matuidi pourrait ne plus être au niveau où il nous a habitués, attendez, ça donne une recomposition. Il faudra le voir sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a fait des débats autour de cette table, et pas que nous, pendant 2 ans, sur le fait que tu avais un numéro 9 titulaire en bleu qui avait des miettes de jeu avec Chelsea. Oui, c'est vrai. Alors tu peux être dans le meilleur championnat du monde, si tu joues 3 minutes tous les 6 mois, t'es pas censé être au niveau de l'intensité de la première ligue. Bon, Blaise Matuidi, s'il s'entraîne comme il sait s'entraîner, comme il le fait depuis maintenant le début de sa carrière, qui revient, qu'à chaque fois il y a un stage de préparation, qu'il est à bloc et qu'il est bien dans les chiffres et qu'il est bien dans le collectif et qu'il conserve cette aura dans le vestiaire et sur la pelouse, il n'y a pas d'histoire. La petite question qu'on peut se poser quand même, c'est qu'on a parlé sur le premier match de la Coupe du Monde. Déjà, le premier match de la Coupe du Monde de Didier Deschamps, c'est pas l'équipe du tout qui a terminé. Vous voulez de la vitesse devant. Donc c'est que déjà, ça le titillait, parce qu'il n'aurait pas débuté sa Coupe du Monde avec cet effectif-là, si c'était pour dire, de toute façon, ça ne me plaît pas du tout. Donc ça veut dire que 2 ans plus tard, il y aura des évolutions. Et les évolutions, elles vont se juger sur quoi? Sur ce type de joueur, peut-être. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a Kanté, Pogba. Il peut y avoir Ndombele, on va voir ce qu'il va donner plus tard. Tolisso qui peut revenir. Et puis, au bout d'un moment, peut-être qu'effectivement, le manque de qualité technique d'un joueur comme Matuidi peut être un handicap quand vous avez autant de bombes devant, comme les Martial, comme les Coman, etc. Oui, mais ça aurait été le cas, même s'il ne partait pas à l'Inter de Miami. Absolument. L'idée première de Deschamps, c'était d'installer Thomas Lemar sur ce côté-là. Et comme Thomas Lemar n'a absolument jamais disparu des écrans, disparu à l'Atlético, c'est pour ça qu'on est revenu un peu. Donc il faut se méfier des équipes qu'on pense. Penaud ou sans fourche ou Penaud, Matuidi a-t-il dit adieu à l'Euro? C'est une possibilité, en tout cas, que n'écarte pas. C'était du très haut niveau. Les gens qui nous regardent sont de très haut niveau. Je vais répondre à la question, est-ce que vous voulez encore de Matuidi? Un peu ça. Alors ça, c'est pas sympa pour les gens qui nous regardent, parce que les gens sont intelligents. Tu penses que se moquer des gens qui nous regardent, c'est pas terrible. En aucun cas, je lis dans leurs pensées, alors que toi, tu es muré dans ton... Je vois ça, je trouve pas ça sympa pour eux. Ils s'excusent, excusez-moi. Ils s'excusent. Hervé, Philippe, conservez cette belle agressivité entre vous, nous allons continuer. OM Mercato, hier l'OM a gagné contre Nîmes, mais a perdu sur blessure Dario Benedetto. Vous allez le voir, touché à la cheville droite, il est sorti, il parle avec André Villas-Boas, vous comprenez, je ne peux plus continuer tout ça. Sachez que l'OM a gagné cette rencontre 1-0, petit extérieur de Dimitri Payet pour Kaletaka. Voilà. Après le match, André Villas-Boas a demandé un remplaçant à Benedetto, même s'il sait évidemment que c'est très compliqué de parler de Mercato à l'OM. Écoutez-le.
On a besoin évidemment de chercher un remplaçant pour Dario. Je ne sais pas si ça... Bon, normalement, ce qui a été communiqué, ça va obliger à des ventes. Alors, on attend ce moment-là. On n'a pas des offres encore. De toute façon, on continue comme ça. Trouver une doublure à Benedetto, parce que c'est quand même, ça ressemble un peu à Mission Impossible. Habillage à l'américaine. Alors évidemment, si tu dis par rapport à leurs problèmes économiques, il faut un gars qui a 60 millions d'euros, c'est pas possible. Mais si tu prends un gars de 60 millions d'euros, il n'est pas la doublure, il est titulaire. Si tu veux. Là, on veut une doublure de Benedetto. Donc, tu veux un bon numéro 9, a priori peut-être en devenir, mais je veux dire, il y a des tas de numéros 9 d'un certain niveau dans le monde, mais c'est un métier aussi. Il faut que tu aies des scouts en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en machin, que tu travailles en amont. Et tu peux te faire prêter aussi. Sûrement, ils ont attendu la blessure pour se pencher sur le rôle. J'arrive à me poser la question. Ils savent qu'il avait la Ligue des Champions à jouer ou pas? Mais je veux dire, c'est le seul avançant, puisqu'on a bien compris que Germain l'est, mais qui ne fera pas confiance à Germain. Il faut qu'il y ait un attaquant à côté de lui, il ne le rajoute donc jamais, donc de temps en temps il donne des coups de main sur le côté droit, avant-centre, un quart d'heure, 20 minutes ou des choses comme ça. Effectivement, là il va jouer la Ligue des Champions, machin. Benedetto, en plus, il s'est pété quand même de temps en temps l'année dernière, on ne peut pas dire que c'est le gars qui... Il leur faut une doublure. Non, mais c'est à se poser la question, puisque... Si tu cherches un joueur qui ne va pas te demander un temps de jeu extraordinaire, t'as un Mitroglou qui est là et que tu n'arrives pas à revendre. Oui, mais là, est-ce qu'il ne peut pas faire l'affaire? Pardon Pierre, mais il n'était même pas convié au... Non, là c'est fini. Là c'est fini parce qu'il y a deux options. Il a lâché. Il y a deux options. La première option, c'est tu travailles, tu cherches un joueur, effectivement, tu fais des repérages, tu cherches des joueurs, tu travailles un peu, tu bosses sur des prêts, des options d'achat, je ne sais quoi, plein de solutions. Et la deuxième solution, c'est la solution interne. Soit tu as des joueurs qui sont là sous la main et qu'effectivement tu vas pas faire jouer 60 matchs dans la saison, mais 10, 15, 20, peut-être Mitroglou, même Germain pour dépanner, pourquoi pas. Peut-être un jeune, le jeune Ake, j'en sais rien. Tu as des solutions. Il y a 10 000 mais tu peux pas aller faire avec des gens avec ça. Ça va te coûter 10, 15, 10 millions d'euros. Mais le problème n'est pas là. Ils veulent mettre combien? Mais le problème n'est pas là. Moi, je le sens un peu. On a vu Villas-Boas dans un mini-combat, le deuxième mini-combat de Villas-Boas. Après le départ, faux départ. Puis là, de se dire, mais attends, il faut que je récupère des joueurs. Parce qu'il se rend bien compte qu'il ne peut pas partir avec cette équipe-là. Pour une saison où il y aura. Puis attention, là, ça va être super regroupé. Les matchs, c'est tous les 3-4 jours. Hervé, c'est un peu ce que je me suis demandé. Parce que dans l'intervention que vous avez entendue, alors on a besoin de trouver un remplaçant, mais il faut que le club vende, tout en disant que les joueurs, ils veulent tous rester. Mais voilà, tout le problème est là. C'est-à-dire qu'on me dit qu'ils peuvent trouver une doublure. Il ne va pas partir, il a 500 000 balles par mois. Ouais. Et puis, on me dit qu'ils veulent une doublure. Mais le problème aujourd'hui, ils ont besoin de dégraisser. Donc, ils ne vont pas aller encore ajouter un joueur de plus. Ils ne peuvent pas. Il faut d'abord faire partir des joueurs. Non, mais je ne comprends pas. Villas-Boas, bon, il voulait partir. Il dit, s'il y a un machin, je pars. Il s'en va, mais lui, il ne part pas. Bon, d'accord, ok. On a compris. Mais on a compris. Parce qu'au début, lui, dès le début de saison dernière, il disait, chaque fois on disait peut-être une recrue, quelque chose, il dit non, il y a un problème, pas d'argent, il n'y a pas de... Il avait compris. À un moment de la saison, il n'a plus du tout compris. Il a dit si c'est comme ça et qu'il n'y a pas de machin, je m'en vais. Après, il a compris. Je pense que là, il est revenu dans quelle phase? Non, la première phase. Qu'il a compris. Ah, il a compris. Là, il a compris, puisqu'il te dit, si on ne trouve pas, et si on ne vend pas, on ne peut pas trouver, etc. Et tout. Donc, je pense que quand il a eu des contacts avec McCourt, puisque c'est McCourt qui aurait joué et qui aurait fait la différence, même si on dit les joueurs, ça m'a touché, tout ça, bon, ok. Mais enfin, c'est McCourt qui a dû lui donner certaines garanties. Mais manifestement, il n'en a pas donné tant que ça. Attention, parce que la Ligue des Champions commence le 20. Le mercato se termine le 5 octobre. La Ligue des Champions commence le 20. Il n'a pas besoin d'argent, Villas-Boas. Lui, si l'équipe, le 5 octobre, elle n'est pas compétitive, il pourrait très bien se barrer.
Il n'en a rien à foutre. Il ne va pas être à la tête d'une équipe. Il ne va pas être à la tête d'une équipe. Ça dépend de la discussion qu'il a eue avec McCourt. Tout est décalé cette saison. C'est pas le genre de gars à partir comme ça. Et puis avec lui, remarque avec lui, on ne sait pas, puisqu'il dit qu'il reste. Et puis. Non, mais quand vous dites ça, c'est que vous avez quelques éléments. C'est qu'il l'a dit à des gens. Il a dit je ne resterai pas dans une équipe qui n'est pas compétitive. Donc moi, j'attends, comme tout est décalé cette saison. Le mercato est décalé. D'habitude, ça finit vers le 31 août. Là, le 5 octobre, on saura. On saura quel effectif l'OM a, s'il est bon, pas bon. On pourra juger sur le papier. Si le 6 octobre, il n'a pas eu ce qu'il voulait, je n'exclus pas qu'il s'en aille. Non, mais là, j'aimerais croire quand même que ce ne soit pas ce type de personnage. Non, parce que alors là, il aurait une image désastreuse auprès des gens. Parce qu'il a mis la pression là-dessus au départ. À partir du moment où il est revenu dessus, c'est terminé. Mais on passe à autre chose. Quoi l'image de faire 6 matchs, 6 défaites en Ligue des Champions. Mais il en avait parlé il y a 2 mois. Il a failli. Finalement, il a dit ça ne sera pas une première. Les gens, ils comprendront. Et puis attends déjà le tirage. Parce que tu peux avoir le tirage catastrophe qui laisse entendre que peut-être 4-5 défaites, 6, c'est pas exclure. Et tu peux avoir le tirage intermédiaire qui fait que le Vélodrome peut-être. Attends déjà le tirage. Quand j'ai libellé l'idée mission. De toute façon, il va attendre. Il y a le drame et il y a le sous-drame. Quand j'ai libellé la question, est-ce mission impossible? Parce qu'il y a toujours ce truc que l'OM doit vendre. Mais ça ne fait pas depuis ce mercato. Ça fait depuis le mercato d'hiver, le mercato d'été de l'année dernière, le mercato, à mon avis, même un petit peu d'avant. Ils n'arrivent pas à vendre. Ils n'arrivent pas à vendre. Les salaires sont tels dans le football d'aujourd'hui, dans certains clubs. Draxler, il joue jamais. Il ne peut pas partir. 621 000. 621 000 par mois. Il est bien, il aime Paris, tout ça et tout. Et pourtant, il est jeune. Pourtant, par rapport à l'équipe d'Allemagne, pourtant, t'éclaté parce qu'une carrière de footballeur, c'est pas jusqu'à 90 ans. Pardon? Oui, mais 621 000, Mano. Oui. Mal, hein. Mais voilà, donc tu as mis des barres tellement hautes que après, je juge pas le joueur. J'explique la situation. Après, Zubizarreta, l'un des défauts qu'il avait, c'était justement qu'il n'arrivait pas à sortir les joueurs. Ouais. Alors là, on est en train de rechercher le directeur du football. C'est Pablo Longoria. Voilà. Donc c'est à lui aussi, il y a une semaine. C'est à lui aussi de trouver des portes de sortie. Parce qu'aujourd'hui, les directeurs sportifs, ils doivent avoir ça. C'est un carnet d'adresses qui te permet à un moment, de temps en temps, de dire allez, tiens, tu peux prendre tel joueur, au moins au prêt. Et puis après, hop, se délester. Tu fais 300 000, 200 000, voilà, je sais pas. Tu vois. La semaine dernière, vous êtes interrogé en disant j'espère que Marseille n'a pas commencé à réfléchir sur une doublure de Benedetto. La semaine dernière, il y a une fuite qui nous apprenait qu'il y avait un joueur mexicain de 20 ans qui plaisait bien à André Villas-Boas, José Juan Macias, qui joue à Guadalajara. Voilà, ça va vous rappeler des bons souvenirs, Didier. Il a 20 ans. Voilà. Et en fait, celui qui pilote, c'est André Villas-Boas. Voilà. Moi j'ai l'impression que celui qui pilote le transfert, c'est Villas-Boas. Pour l'instant, c'est lui, tant qu'il n'y a pas de aide au football. Maintenant, donc à la fois, il est un peu directeur sportif, il veut garder les joueurs et tout ça. C'est pour ça que je vous disais, mais à quoi veut-il jouer en fait? Parce que directeur sportif, il sait très bien, il nous le dit. Mais un entraîneur soumet toujours sa liste au chef du football, je ne sais pas comment ils appellent ça à Marseille. Head of football. Tu donnes une liste. C'est ridicule. Il y a 5 noms. C'est clair. Non mais c'est ridicule. C'est un directeur sportif. Head of football. C'est un directeur sportif. Pourquoi il appelle head of football? C'est un peu prétentieux. C'est un petit peu, tu vois. C'est un poil la tête pensante du football. À Marseille, c'est un head of football. Donc on a perdu le fil. Oui, donc tu soumets 5 noms et voilà. Et puis après le premier, voilà. Et puis le 2 est trop cher, donc tu passes au deuxième et ainsi de suite. Et tu entames les négos, quoi. En général, tu finis que le 5e dans un genre de club comme Marseille où tu n'as pas d'argent. Ok. Donc Benedetto lui, il est le blessé. 5e, lui. Vous avez dit mission impossible. Non, vous avez dit non, il n'y a pas mission impossible. Non, tout le monde oui, non, mais évidemment, ils vont taper dans un bête de gaz. Ils peuvent recruter un numéro 9. Mais un bon numéro 9. Quelqu'un qui fasse la maille. Non, mais un bon, ça veut dire quoi? Un bon peut-être meilleur que Benedetto. Même peut-être meilleur que Benedetto. Tu peux t'arranger avec des clubs, effectivement, qui ont 45 joueurs, ils savent plus comment faire, etc. Et sans l'acheter, au moins, tu vas lui payer ses 200, 300 000 ou quelque chose comme ça. Et puis, je te dis, dans le monde, il y a des tas de jeunes partout. N'oublions pas que c'est une doublure, a priori, c'est pas le gars qui va faire toute la saison. Sinon, tu verras au mercato d'hiver, s'il y a un moment... Donc la doublure, c'est hacké. C'est celui qui est rentré alors. Non, mais pourquoi ça fait Dolberg? Pourquoi ils peuvent pas à l'époque, il n'y avait pas encore le milliardaire. Marseille, ils peuvent pas faire ça, eux? Mais ils ont plus d'argent, mais on t'a dit depuis tout à l'heure. Franchement, au lieu de renouveler, je sais pas, de donner 500 000 à Strootman. Mais non, mais c'est fait, ça. C'est fait, ils n'ont pas le choix. Il reste forcément un peu de sous pour un mec comme ça. Non, il n'y en a plus beaucoup. Le jeune Marley Haké qui a fait son entrée en jeu hier contre Nîmes. Et l'OM a gagné. Ola sans pétard, qu'est-ce que ça veut dire? On vous en parle dans quelques minutes. Il reste Haké.
Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie d'Hervé Penaud et de Dominique Sévrac. Ça va les gars? Ça bosse? Ouais, ça papote? Ok, très bien. Pierre Mathurana et Philippe Sansfourche, ça c'est le coin sérieux. Et puis le coin présidentiel, c'est Didier Roustan. C'est un petit coucou à Français parce qu'il y a du cadeau ce soir pour vous, chers téléspectateurs. Oh, quel cadeau! Ça se rue sur les réseaux sociaux, hein, sur le compte Twitter de l'équipe du soir en RTN Follow pour remporter le maillot de Man U qui joue ce soir, vous le savez, en quart de finale de Ligue Europa face à Copenhague. Très bonne nouvelle, deux Français titulaires, Paul Pogba, Anthony Martial. Je crois que vous allez en parler un petit peu plus tard. J'ai cru voir dans la rivière quelque chose qui concernait Manchester United. Vous êtes bien renseignés, Françette. Olas en pétard. Hier, dans le Progrès de Lyon, Jean-Michel Aulas, à les boules. Lyonnaise, peut-être, non. Cet arrêt est un scandale. Ouais. Cet arrêt est un scandale absolu. La Ligue a fait n'importe quoi. Je ne le pardonnerai pas. Mais la revanche, ce n'est pas maintenant. Il faudra gagner le championnat pour montrer que cet arrêt a été une injustice pour nous. Faut-il prendre au sérieux Jean-Michel Aulas? Pierre Mathurana. Écoute, je ne sais pas à quelle partie de la phrase faut répondre du coup. Gagner le championnat? Non, mais parce que gagner le championnat, oui, évidemment, que Lyon veut gagner le championnat, je trouve ça normal. Qui justifie ça par une volonté de laver l'affront d'une honte absolue, je trouve ça pour le coup assez ridicule et pas très sérieux. Ah, voilà, donc cette partie-là, je la trouve pas sérieuse. S'il n'y avait pas d'affront, voilà. il jouerait pas le titre. Mais là, pour laver l'affront. C'est ça qui est fou. J'ai envie de te dire, il faut qu'on arrête le championnat une année pour que l'année d'après tu sois compétitif. Non, c'est pas à nous qui parle. Non, c'est pas aux gens qui lisent le journal. Ah, c'est votre grand truc, ça. Alors, du coup, il parle à qui? Parce que c'est ça la communication, en fait. Un message, il y a un émetteur et un récepteur. Mais qu'est-ce qu'ils en foutent les joueurs de laver l'affront, de l'arrêt de la Ligue 1? Il leur dit, les gars, voilà, maintenant il y a un coup à jouer, vous allez être champion. Il y a quel coup à jouer? Nous sommes les gars. Mais nous allons. C'est pas sérieux. Ça peut pas être sérieux, c'est pas possible. Oussama War, il va se dire, ah, le président, il a dit, la Ligue a été arrêtée l'année dernière, du coup on va la gagner cette année. Oussama War, il le connaît par cœur son presse, il n'a pas besoin de ça pour être. Bon, bah alors un autre. Pour avoir. Mais ça s'intéresse à l'environnement, ça s'adresse pas au. Pierre a été surpris du rapport, enfin de la logique de Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire le constat et la conséquence. Vous aussi, c'est pour ça que vous êtes du même avis que Pierre? Oui, on n'est plus surpris par les méthodes de com de Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire qu'il démarre par un truc un peu incongru comme ça, justement pour que on l'écoute, pour que les oreilles s'ouvrent et qu'on se dise « Ouh là là, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire ?» Je ne comprends pas trop le timing, parce qu'effectivement, on aura certainement à débattre à la rentrée de qui, comment, pour la nouvelle équipe à la direction de la Ligue. C'est pas comme si on repartait là sur un mandat. On sait très bien que les gens qui sont en place aujourd'hui, Nathalie Bois de la Tour l'a d'ailleurs annoncé, elle ne se représentera pas. On est déjà sur l'après, donc en fait, il envoie un message pour l'après. Didier Quillot, je veux dire, va se présenter en tout cas. Il sera peut-être toujours. C'est le CA qui désigne le directeur général. Ouais. Si le CA élit Michel Denisot, qu'il n'a pas envie de se directeur général. Oui, mais lui, il va se présenter quand même. Donc tu peux toujours avoir. Parce qu'après, le président a quand même un petit peu moins d'influence, si tu veux. Donc, si tu as Didier Quillot, tu as le même. C'est ça que je veux te dire. Tu vois, on n'est pas sûr. On a le temps de voir. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il soit en pôle position et qu'il est, qu'il soit poussé par les gens les plus influents encore au sein du football français. C'est pas Jean-Michel Aulas qui va l'appuyer, ça c'est sûr. Attendez, Philippe, je pense que vous n'avez pas fini parce qu'au début, il parle du Covid, machin, l'arrêt du championnat, chambre d'écho. Et après, son raisonnement débouche sur gagner le championnat. Oui, parce que, en fait, la seule chose que je comprends dans le timing, c'est que c'est consécutif à la qualification face à la Juve. Donc, c'est une manière d'asseoir un petit peu la performance en disant, effectivement, s'adressant à ses joueurs, en disant, voilà, ce qui s'est passé là, c'est pas un micro-événement, c'est le reflet de votre niveau. Et donc, ça veut dire que vous pouvez jouer d'égal à égal, regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux. Maintenant, il sait quand même que derrière, il y a quand même un côté un peu grotesque. C'est-à-dire que quand le championnat s'arrête, il veut l'oublier, il veut plus qu'on en parle, mais il était quand même 7e et il n'était pas à 3 points du titre. Donc il y a quand même un gap énorme. Il faudrait déjà qu'ils se concentrent sur le fait de revenir dans les 3 premiers. Surtout qu'ils sont censés, avant de jouer le titre, quand même. Ils sont censés transférer des 2-3 gros et il y a peut-être deux réalités qui se superposent, effectivement. Mais parce qu'il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Mais le rapport, et là je suis d'accord avec Dominique, c'est vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de son entraîneur aussi. Parce qu'en disant ça, il dit quoi? Il dit regardez la dynamique qu'on a aujourd'hui avec Rudy Garcia. Parce que tout ça, c'est dans le message. Donc aujourd'hui, il est en train de dire aux joueurs... Invaincu après le Covid.
on a une équipe. On a une équipe. Non, mais il est comme ça. Il est dans cette logique de montrer à son équipe, on est là, on est fort, on a une super équipe l'année prochaine, même si on n'a pas de Coupe d'Europe, parce que c'est quand même s'il se dessine, on sera là pour jouer le titre. Oui, mais enfin ça, il n'en a pas encore parlé. On verra peut-être le jour de la finale contre le PSG. Mais aujourd'hui, il est dans cette logique-là de dire, et puis c'est un peu le petit village des Gaulois, c'est-à-dire on se bat contre tout le monde. Je trouve que c'est une manière aussi de. La dernière fois qu'il a dit qu'il sentait qu'il allait titiller le PSG, c'était en début de saison d'avant, il a terminé 7e. Mais bon, après, c'est toujours de l'accord. Depuis que Paris est passé sous pavillon qatari... Je suis d'accord avec Dominique. Moi j'ai pris ça, Paris, Lyon qui concurrence Paris pour le titre de champion. Donc depuis que Paris est passé sous pavillon qatari, j'ai calculé l'écart moyen de points à la fin de la saison, c'est 20 points d'écart. Chaque fois, la moyenne. 20 points en moyenne. C'est beaucoup. Parfois, donc des fois il y a eu 25, des fois il y a eu 15. Ce qui est fou, c'est que souvent, ces 20 points, ils arrivent très vite. C'est-à-dire que très vite, tu dis en fait, il n'y aura pas match. En milieu de saison, tu sais déjà qu'il n'y aura plus de match entre. Sauf en 2015. Oui. C'est vrai, il y a Lyon terminait 2e à 8 points du Paris Saint-Germain. Ça, c'est le plus faible écart à la fin d'une saison depuis que Paris est qatari. Et cette saison-là, Lyon était sorti dès le mois d'août par les Roumains. Là, je suis rentré dans les trucs parce que je m'en souvenais plus du tout, par les Roumains de l'Astra Giurgiu lors d'un barrage de Ligue Europa. Voilà. Donc, est-ce que finalement, une saison sans Europe pour Lyon, ça va les aider. Mais ça peut changer radicalement les choses, surtout s'ils partent sur une bonne dynamique de Ligue des Champions. Effectivement, l'effectif en France, par rapport à d'autres effectifs, sachant qu'il n'y a qu'un match par semaine, c'est Marseille l'année dernière. Marseille, ils font 2 l'année dernière, parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Là, cette année, ils vont avoir une saison beaucoup plus compliquée. Donc cette année, il y a peut-être une manière de s'accrocher. Ils vont perdre des bons joueurs, justement, le fait de ne pas faire la Ligue des Champions. Oui, mais et pas les remplacer par les mêmes joueurs. Ça joue aussi, pardon. Sérieux, sur 38 journées, avec Neymar et Mbappé, qu'on dit qu'ils restaient. Après, ça peut changer dans le foot. Oui, mais par contre, on n'a pas dit qu'il n'est pas très Paris Saint-Germain qui a dit ça. Non, mais il veut faire 80 points, quoi. Sur 38 journées, il n'y a aucune chance. C'est comme ça. Vous prenez les 5 championnats. Oui, mais c'est ce qu'on disait l'année où Monaco a gagné. Ils ont à peu près tous le même niveau d'argent. Mais dans tous les autres championnats, c'est celui qui a le plus d'argent qui finit par gagner dans les 5 championnats. C'est la Juve en Italie, c'est le Bayern en Allemagne, c'est le PSG en France, et en Espagne, c'est ou le Real ou le Barça. Mais grosso modo, c'est l'un des deux plus riches. En Angleterre, ça va. En Angleterre, comme ils sont tous riches et qu'ils ont tous. Ah oui, ça va. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Monaco l'a fait une fois parce qu'ils avaient une équipe exceptionnelle. Parfois, il se passe des choses. Mais ils ne sont pas à l'abri d'avoir aussi une année exceptionnelle, les Lyonnais. Il faut avoir Falcao, Mbappé. Ça n'a rien à voir avec la Bella France. Ils n'ont pas les mêmes joueurs. Non, ils n'ont pas les mêmes joueurs. Dans quelques minutes, le JT Express de France Piron. Oui, mais enfin, il joue toujours mal. Je veux dire, tu peux avoir un état d'esprit. Si tu fais que défendre, il faudra faire du jeu en Ligue 1. Ce que tu as fait, c'est leur Je veux dire, s'il faut faire du jeu, là, tout de suite, ils sont en grande difficulté. Alors, sur les 10 dernières années, s'ils arrivent à faire du jeu, alors. la seule équipe qui défile Paris Saint-Germain. Les petits, ils n'écoutent pas. Lancez la pub. Allez. Ah bon, tu n'as pas lu le championnat. Comment Le 11e, on représente. Open course time. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est les gars de Bastille, voilà. Ils ont leur petit style à eux, voilà, excusez-les. Le JT Express, les informations. France Piron, avec du mouvement à Bordeaux. Jean-Louis Gasset est arrivé. Nouveau coach. Ça y est, enfin, l'ancien coach de Saint-Etienne et Montpellier est arrivé la nuit dernière. Il a rejoint les joueurs dans l'après-midi pour diriger sa première séance. Le club a officialisé son arrivée, ainsi que celle d'Alain Roche dans la peau du directeur sportif. On a les photos, connexion tablette. Regardez ça, Gasset qui a signé pour 2 ans, qui sera accompagné par Ghislain Printemps et Jaroslav Plazil. Ah bah voilà, une belle photo, ça marche pas. Mais moi, je l'ai la photo sous les yeux, je peux vous assurer qu'ils sont très très beaux avec Plazil et Printemps, ses adjoints. Il s'agit quand même du 10e entraîneur des Girondins en 10 ans. Paolo Sousa a officiellement trouvé un accord avec le club pour mettre fin à leur collaboration. Donc Gasset en duo avec Ghislain Printemps. Gasset, c'est le coach idéal, question un peu rituelle, mais la bonne correction pour relancer Bordeaux? Bah oui, surtout qu'il y a quand même un point hors de la technique et tout ce que vous voulez, les résultats, c'est l'ambiance. Et là, vous faites venir quand même des gens qui sont adorés des supporters. Et ça, c'est capital. Parce que Gasset, c'est l'adjoint de la belle époque. Après, Printemps aussi a une bonne image. Vous prenez Plazil, bah, c'est pas bête, je ne savais pas qu'il était dans le staff, mais ça, c'est pas bête du tout. Et Alain Roche qui arrive. Et Alain Roche, alors là, c'est les grandes années de Bordeaux, les années 80. Donc, je trouve que de manière ne serait-ce qu'humaine, c'est intelligemment choisi. Pour vous, ça relance, enfin non, ça remet un peu le climat. Ça permet d'apaiser. Après, il y a les qualités techniques. J'ai aimé le Saint-Etienne de Gasset. J'aime sa façon de voir le foot. C'est quand même un entraîneur offensif. Ça devait être, à mon avis, le plus expérimenté de la Ligue 1, a priori.
C'est le plus âgé, c'était comme ça à Saint-Etienne. Non, mais j'ai pas vérifié. J'ai pas fait attention. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un œil et tout. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure de Matuidi. C'est aussi quelqu'un qui va essayer d'aller chercher des internationaux avec qui il a bossé, qu'il aime bien. Donc voilà, on peut imaginer peut-être des vieux grognards signés à Bordeaux, ça peut être intéressant. Ça fait plaisir pour Ghislain Printemps aussi, parce que ce qu'il a vécu quand même à Saint-Etienne, c'est vraiment pas sympa ce qu'on lui a fait, alors que c'est vraiment quelqu'un de bien. J-2 avant le Final 8 de la Ligue des Champions organisé dans la ville de Lisbonne, France. Et on est déjà sur place, Mémé, grâce à nos envoyés spéciaux Benoît Cosset et Anne-Sophie Bernardi, qu'on va retrouver en direct du Portugal dans une atmosphère plutôt calme. Benoît, je ne sais pas si vous me recevez, mais c'est assez tranquille pour l'instant du côté de Lisbonne. Ouais, France, c'est tranquille, on a le temps de lire le journal référence au Jogo d'ailleurs, qui parle plus de l'actualité du foot portugais que de la Ligue des Champions. J'en ai pour preuve, regardez, la page 24, il faut attendre la page 24 pour apercevoir Kylian Mbappé et avoir quelques lignes sur la Ligue des Champions. Ici, quand on croise les amateurs de football, on nous parle plus d'Edison Cavani qui doit arriver à Benfica, plus que de la Ligue des Champions. D'ailleurs, nous nous sommes baladés au Stadio de la Luz avec Anne-Sophie Bernardi tout à l'heure, où ça s'installe, ça se prépare, mais les équipes ne sont pas encore arrivées, et on croise plus des touristes que des supporters, des touristes à qui on a quand même tendu le micro, qui ont leur avis sur le vainqueur final de cette Ligue des Champions. Écoutez. Le favori, pour moi, c'est Paris. On est venu les supporter justement, et puis je pense que Paris cette année a une petite chance avec le match qu'ils ont fait à Dortmund, la confiance qu'ils ont engrangée, tout ça. Je pense que cette année, on peut faire quelque chose. Après, il y a le Bayern aussi, le Bayern qui est pas mal. À part ces deux équipes, franchement, je vois pas Paris ou Bayern. Moi, je suis barcelonais, mais je pense que le grand favori, c'est Manchester City. Parce que j'ai vu leur jeu contre le Real Madrid, ils ont bien joué. Pour moi, le favori, ça va jouer entre Manchester City et le Bayern de Munich. Plus de talent, plus de jeu, il y a vraiment quelque chose qui se fait sur le terrain. On voit vraiment le jeu, on comprend ce qu'ils veulent faire. J'espère quand même sûrement City. Enfin, je pense, je les vois aller assez loin. Même si je préférais que ce soit le PSG, évidemment, en tant que supporter. Maintenant, on va voir, ça va être compliqué, je pense, au vu de du contexte. Notamment pour les clubs français, ça va être compliqué parce qu'ils ont eu moins de matchs et moins d'entraînement et ils auront moins de rigueur, on va dire, alors que nos concurrents européens auront beaucoup plus de chances, je pense, face à nous. Ah, les supporters partagés. Merci Benoît, on le rappelle, soirée spéciale Ligue des Champions, donc Final 8 ce mercredi à suivre sur notre antenne avec notre dispositif, faire le match façon l'équipe, la grande soirée, mercredi à partir de 21h. Mémé. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de francophones, là, j'ai l'impression que... Il y a beaucoup de Français à Lisbonne. Il y a beaucoup de francophones. Énormément. Non, mais c'est impressionnant qu'on va à Lisbonne, ça parle français. Sur ces dernières années. Beaucoup de Portugais. Les retraités, non, j'ai pas entendu des choses sur beaucoup de retraités qui passent leur fiscalité. Il fait bon vivre à Lisbonne, ouais. Il y a une immigration portugaise en France qui a été quand même assez massive dans les années 70. Exactement. 60 ou 70 70 ouais. Mettez 20 ans. 70. Les tests de coronavirus du jour, qui l'a pas, France? Je ne sais pas, moi. Alors, on a des nouvelles, je suis rassurée. Il y a quand même des nouvelles rassurantes pour le PSG à 2 jours de ce fameux match de Ligue des Champions. Aucun joueur n'a été testé positif. Vous le savez, le club parisien en stage à Faro, au Portugal, qui va refaire des tests demain. En tout cas, rien à signaler. En revanche, concernant le club espagnol de l'Atlético Madrid, lui aussi qualifié pour le Final 8, eh bien là, 2 joueurs ont été positifs, asymptomatiques. L'attaquant André Correa et le latéral Simé Versalco, qui ne seront pas du voyage à Lisbonne pour le quart de finale contre Leipzig jeudi. Pas de cas positif de coronavirus au Paris Saint-Germain, c'est l'info du jour. Bah oui. Non, enfin, vu il est moqueur, il n'y a pas de blessure. Je suis pas moqueur, non, je suis inquiet. Soulagé, tu es. Bah oui, je suis... Inquiet de... non, mais il leur arrive tellement de trucs au Paris Saint-Germain. Thuram se blesse, il est en béquille, il nous fait Neymar. Tu veux dire que tu n'aurais pas été surpris si on t'avait dit il y a 3 joueurs positifs, quoi. Bah ouais. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais, non. Bah ouais. Non. Bon, nouveau test demain. Ça peut faire les Choupo-Moting. Qui sera capitaine du Paris Saint-Germain une fois le départ de Thiago Silva acté? Le Brésilien l'intéressait à bien une idée en tête. Il arrive en fin de contrat, on le rappelle, le défenseur du PSG. Alors, une fois l'aventure parisienne terminée, qui portera le brassard à sa place? Eh bien, pourquoi pas son compatriote Marquinhos? Regardez ce qu'il a déclaré, Thiago Silva. J'ai déjà parlé avec lui de ça. Même s'il n'a que 26 ans, il a déjà beaucoup d'expérience. Il sait tout ce qu'il doit faire. Il va continuer sa progression comme joueur. Ce serait un bon choix de le nommer, car c'est un leader incroyable qui essaie toujours de motiver ses coéquipiers dans le vestiaire. Pour le vice-capitaine, Presco Kipembe a le bon profil. À mon avis, pour suivre Marquinhos et continuer cette histoire. Marquinhos est le successeur naturel du... Oui. Ça vous semble évident? Le numéro 2, donc oui.
En bien des points, on pouvait même dire que ça fait une bonne année, voire 2 ans, qu'il est une sorte de capitaine caché, capable dans les moments compliqués de venir à la rescousse éteindre les incendies, de parler. Je me souviens par exemple quand il y avait eu cette polémique sur la soirée d'anniversaire qui faisait suite à la défaite à Dortmund. Oui. Dans la foulée, Marquinhos était venu en conférence de presse, non pas pour s'excuser, pour dire que c'était aussi la vie des joueurs, qu'il fallait protéger leur vie privée, que c'était une soirée qui avait été décidée avant le match, que ça n'impliquait pas le fait qu'il y ait un manque d'implication au quotidien à l'entraînement et qu'ils allaient faire le travail au match retour, ce qu'ils ont fait. Ils ont raison de le prendre comme capitaine. Mais je veux dire, c'est dans ces moments-là qu'on voit... oui, parce que c'était pas évident de tenir ce discours à ce moment-là, parce que la direction était quand même sacrément embêtée par cette affaire et le fait que ce soit sorti. Ce qu'il avait regretté, c'est que ce soit sorti sur les réseaux sociaux, et ils ont fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit qui a la main sur le vestiaire, et Marquinhos est le capitaine et successeur naturel de Thiago Silva. Ça peut changer que le débat suivant. Ok, le débat suivant, un peu plus tard. Le suivant. Le suivant. Mais on continue les informations. Hein. L'OL peut toujours compter sur ses filles pour remporter des titres avec la victoire hier en Coupe de France. Une semaine après les garçons en Coupe de la Ligue, on prend les mêmes et on recommence. Lyon-PSG en finale de Coupe de France cette fois. Là aussi, il a fallu attendre les tirs au but. Mais avant cela, vous allez voir, une rencontre marquée par des coupures d'électricité. La foudre est tombée au stade de l'Abbé Deschamps. 10 minutes de noir total. Au final, ce sont bien les Lyonnaises qui se sont imposées, mais c'était serré. Eugénie Le Sommer rate son tir et permet au PSG d'y croire. Mais ensuite, ses copines buteuses n'ont pas tremblé, à l'image de Lucie Bronze. Sans oublier la gardienne lyonnaise, Sarah Boidi, qui a brillé. Et l'OL, qui était déjà tenant du titre, soulève son 9e trophée de Coupe de France. Prochain rendez-vous pour ces deux équipes, la Ligue des Champions. Ce sera Lyon-Bayern ou encore PSG Arsenal en quart de finale. Et les Lyonnaises y pensent déjà. On va écouter la capitaine Wendy Renard au micro de Thomas Gonçalves. C'est bien, on est en préparation, on a la chance de pouvoir gagner ce soir. Maintenant, il faut continuer à travailler parce qu'on n'a pas tout bien fait ce soir. Il faut le reconnaître et on va, avec le recul, regarder tout ça à la vidéo pour justement en Champions League arriver encore plus costaud. Lyon restera dans l'histoire grâce aux filles, parce qu'elles ont un sacré palmarès. Les garçons ont fait 7 titres de suite entre 2001. Oui, des titres nationaux. L'histoire européenne. Ouais, sur l'histoire européenne, oui, d'accord. C'est la Ligue des Champions. Non, mais c'est exceptionnel. Ce qu'a réussi quand même à faire Jean-Michel Aulas, avec la vision, déjà, le football féminin serait... Avant tout le monde, ouais. Il a toujours été visionnaire, de toute façon. Et c'est vrai que personne n'imaginait ça. Et quand vous allez au stade, par exemple, et que vous voyez le musée du club, et ben le musée du club est départagé entre filles et garçons, et il y a quasiment autant pour les filles que pour les garçons, alors que l'histoire des garçons est quand même plus ancienne et plus grande, plus riche. Donc non, il y a vraiment cette volonté de mettre en avant le football féminin. On parle de cyclisme au rayon Mercato. Romain Bardet va quitter AG2R après le Tour de France. Après 9 saisons passées chez AG2R la Mondiale, le Français a donc choisi de porter les couleurs de Sunweb en 2021 pour une durée de 2 ans. C'est une formation allemande, c'est une bonne chose. Patrick Chassé, notre consultant, m'a dit que lui qui a connu qu'une seule équipe, c'est une vraie remise en question. Il va découvrir un nouvel univers, il avait besoin de changement. En plus, il aura une équipe internationale très cosmopolite. Il n'aura peut-être pas le même statut de leader sur les grandes courses par étapes. En tout cas, il sera plus leader unique. Il y aura peut-être un petit peu moins de pression, en tout cas, sur les épaules de Romain Bardet. Et puis, autre info cyclisme et de taille avec le départ du Tour de France 2021. Cette fois, c'est officiel. Le Tour 2021 s'élancera de Brest. C'était dans les tuyaux après le report du grand départ de Copenhague à 2022. Eh bien, c'est bien la Bretagne qui accueillera les 4 premières étapes de l'édition 2021. On découvrira des villes classiques bretonnes et des choses plus rares, nous promet Christian Prudhomme, le patron du Tour. Ça fait bien plaisir à un chroniqueur de l'équipe du soir ici sur le plateau, puisqu'il habite Bastille, mais il est breton de cœur. Exactement. J'espère que ça passera à Kériki Pamar. Parce que j'espère Kériki Pamar, un petit détour, hein, Christian. Okay, très bien. Fin du tournoi et reprise en tennis. Hier à Palerme, une belle victoire. Victoire plutôt surprise d'une Française. La victoire de Fiona Ferro, la jeune tricolore de 23 ans qui a remporté sur la terre battue italienne le 2e tournoi de sa carrière seulement, en battant en finale l'Estonienne Anett Kontaveit en 2-7, 6-2, 7-5. Elle est en super forme, la Française ici en noir. Elle vient de vivre l'une des plus belles semaines de sa carrière avec des jolies perfs et un top 50 à la clé, puisqu'elle va gagner 9 places. Elle remonte à la 44e place mondiale ce lundi. Si elle continue sur cette lancée, mes petits, elle pourrait même doubler la numéro 1 française, Kiki Mladenovic, actuellement 42e joueuse. Bref, de quoi lancer merveilleusement sa saison. Bravo Fiona. Non, c'est affreux.
Un rookie a remporté le premier majeur de l'année. C'était hier soir. C'était en golf. Un rookie, c'est un débutant en anglais. Lui aussi, il a 23 ans. Cela ne fait qu'1 an, écoutez bien, ça fait qu'1 an qu'il est joueur professionnel et il a gagné son tout premier majeur hier soir à San Francisco. L'Américain Collin Morikawa, il a déjoué tous les pronos puisqu'il a battu les meilleurs golfeurs de la planète qui faisaient leur grosse rentrée sur ce tournoi, on le rappelle. Je ne sais pas si on va voir parce qu'il a vraiment sur un coup, il a été décisif, donc ce serait bien qu'on le voit. Voilà, c'est sur ce coup que tout s'est joué. Un eagle légendaire, on est au trou numéro 16. Regardez où est-ce que sa balle va atterrir. Allez, bim, on est à 2 mètres de l'objectif. C'est un véritable exploit qui le propulse au 5e rang mondial. Retenez bien son nom, Morikawa. En revanche, il n'a tellement pas l'habitude de soulever les trophées, ce garçon, qu'il a fait tout tomber au moment de la remise des récompenses. Thérèse, le premier français, 22e, et puis Lorenzo Vera, qui était bien placé dans les deux premiers jours, il termine 47e, il s'est un peu noyé. Et le grand retour de l'athlétisme, c'est demain soir, et c'est chez nous, sur la chaîne L'Équipe. Quel est le programme France ? Pour tous les goûts, du sprint, du fond, du 200 mètres, 3000 mètres steeple, triple saut, lancer de disque, lancer de marteau. C'est la première étape du Continental Tour qui sera à suivre dès demain, 21h, avec notre consultant Bob Tari aux commentaires, évidemment. Le meeting de Turku, avec une dizaine d'athlètes qui composent la délégation française, dont le hurdler Pascal Martineau-Lagarde, PML, qui va retrouver la piste du 110 mètres haies avec un peu d'émotion. Regardez, il nous a envoyé cette petite vidéo depuis la Finlande.